est Ekuta, donc ingénieur en génie civil et qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, diplômé de l'école polytechnique de Douala, donc Yaoundé, Yaoundé. Yaoundé, exactement Yaoundé, donc qui intervient dans la plateforme Déditrace avec notre siège social ici au Sénégal, à Dakar. Donc vraiment, nous sommes très heureux, nous sommes très heureux de vous compter aujourd'hui parmi les invités, parmi ceux qui suivent quand même ce cours de démo-là. Donc, Monsieur Dieudonné Écouta, vous avez la parole. Merci voilà, de redresser votre écran pour que tout le monde vous voit avec le webcam. Voilà, c'est bon. C'est bon? Voilà, c'est bon. D'accord. OK. Bien. Merci pour cette brève introduction. Je suis effectivement M. Dieudonné Écouta, ingénieur de génie civil, 28 ans de métier maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'application des mathématiques aux sciences de l'ingénieur. C'est un sujet assez vaste, mais on va parler de très peu de choses et puis on va essayer un peu de rendre compréhensible à tout le monde. Donc, dans notre causerie de ce soir, le plan que nous allons suivre, nous allons commencer par définir un peu quelques thèmes, contrairement à ce que on a l'habitude de faire, c'est-à-dire commencer par le but de la démonstration, après définir. Nous allons d'abord commencer par définir, et ensuite nous allons essayer de dresser un peu le cadre dans lequel nous allons évoluer. C'est ce qui constituera le but de ce cours de démonstration. Après, nous prendrons un exemple que nous allons essayer de développer et qui nous permettra de définir ce que c'est qu'un vecteur et ce que c'est que le calcul vectoriel. Après, on définira ce que c'est qu'une matrice et le calcul matriciel. Et puis, nous finirons par le calcul différentiel. Donc, c'est l'ensemble sur lequel nous allons essayer d'évoluer. Alors, s'agissant des définitions, comme nous allons parler des mathématiques, il faut d'abord que nous soyons tous sur les mêmes bases pour comprendre ce que c'est que les mathématiques. Les mathématiques sont un ensemble, d'après Wikipédia, sont un ensemble de connaissances abstraites résultant des raisonnements logiques appliqués à des objets divers tels que les ensembles mathématiques, les nombres, les formes, les structures, les transformations, etc., ainsi qu'aux relations et aux opérations qui existent entre ces objets. Quant aux sciences de l'ingénieur, les sciences de l'ingénieur sont l'ensemble des disciplines scientifiques, et techniques en rapport avec le métier d'ingénieur. On a donc l'informatique, la mécanique, l'électricité, l'électronique, le génie civil, l'économie, la recherche opérationnelle, la gestion de projets et j'en passe. L'ingénieur, c'est quoi? L'ingénieur, c'est qui? Selon DigiSchool, un ingénieur est défini comme étant une personne compétente et professionnelle dont la vocation est de répondre à des problématiques d'ordre technique grâce à ses acquis scientifiques, économiques et humains. Donc, on va voir là quelqu'un qui va pouvoir comprendre la problématique qui se pose dans un environnement et qui a un bagage technique solide pour pouvoir le résoudre. Donc, alors, comment est-ce qu'il va procéder? Pour pouvoir résoudre tous ces problèmes, eh bien, généralement, les ingénieurs procèdent par des modélisations. Et la modélisation, c'est quoi? La modélisation est une représentation schématique qui consiste à mettre au point un ensemble d'équations ou de règles pour décrire un phénomène de façon reproductible ou simulable.
Elle vise la traduction de manière approchée d'un comportement réel d'une structure ou d'un objet. Donc, modéliser veut dire idéaliser un comportement. Donc, on partira d'un phénomène réel, on va essayer de l'idéaliser pour pouvoir écrire des équations mathématiques afin de pouvoir comprendre comment est-ce qu'il se comporte de manière à trouver une solution et de refaire le schéma inverse. Donc, c'est à ça que sert cette démarche, c'est à ça que sert la modélisation. Bien, maintenant, au ce soir, qu'allons-nous faire? Alors, à travers les transformations et les mutations de notre temps qualifié de moderne, le but de ce cours est de montrer que les mathématiques ont une application pratique et réaliste. Nous parviendrons donc ainsi à démystifier leur usage tout en montrant que leur démarche est logique et scientifique. Maintenant, essayons de prendre un exemple pour pouvoir évoluer dans notre raisonnement. Je vais prendre un exemple courant, commun à tout le monde, qu'il soit mathématicien ou pas, ingénieur ou pas, mais qu'il effectue tous les matins. Alors, imaginez-vous dans votre chambre. Vous vous levez un matin et vous devez aller soit aux toilettes, soit sortir. Donc, vous avez ici, alors, je pars mon pointeur, donnez-moi, OK, ça va y aller. De point. Voilà, OK. Voilà, c'est bien. Alors, vous avez une chambre, donc le coin ici est représenté par ces trois traits-là, donc qui représentent à peu près l'angle d'un mur. Vous avez l'angle du mur qui est là, et vous avez les deux traits-là qui vont représenter les limites de votre plancher. Et vous allez vous mouvoir dans cette chambre. Donc, la courbe ci-après va donc définir la trajectoire que vous allez effectuer dans votre chambre. Alors, cette chambre, si on assure ce plancher qui est ici, et on essaie de le projeter de manière verticale pour qu'il soit en face de nous, c'est-à-dire sur notre visage, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on vous verra par la tête. Donc, si je me mets au-dessus, je représenterai quoi? À l'échelle de mon plancher, ce point qui est ici, et la trajectoire je vais tracer sera représentée sur mon plancher. Le plancher lui-même étant représenté non plus par deux traits, puisque le troisième, il vient perpendiculaire à mon écran, et le plancher, lui, il est parallèle à mon écran. Donc, la trajectoire, elle est dans mon plancher, donc dans mon écran, et moi-même, je suis représenté par le point. Donc, je vais parcourir cette trajectoire comme indiqué ci-dessus. Alors, par la suite, sur ce même plancher, je peux définir une base E1, E2. Bon, on va permuter ça par la suite, hein, E1, E2, E2, E1, c'est pas très grave. Donc, je me rends compte que pour partir d'un point A à un point B, eh bien, je parcours une distance qui est une valeur réelle. Sur cette valeur réelle, j'ai en plus, si je prends le point A comme origine, le point B comme la direction que je vais suivre, eh bien, je peux tracer une flèche qui va de A vers B, qui me donnera la direction et qui me donnera le sens. Cette flèche-là, je peux l'appeler U. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de définir là ce qu'on appelle un vecteur. Un vecteur est une grandeur qui a une intensité, une direction et un sens. Et il est commode de représenter cette grandeur par une flèche en lui donnant un module, en déterminant son extrémité et en lui donnant sa direction. Qu'est-ce qui va se passer? Mon plancher, représenté par ma base E1, E2, et devient maintenant un espace
sur lequel je peux tracer plusieurs vecteurs. Sur ma trajectoire, je peux tracer en plus de mon vecteur U un vecteur V et je me rends compte que pour partir par exemple du point A au point C, je peux passer soit par le point B et après de B vers C ou alors aller directement de A vers C. Je viens d'effectuer quoi? Je viens d'effectuer une opération avec des vecteurs sur l'espace que j'ai créé. Alors, cet espace-là, il est appelé espace vectoriel. Les opérations que je viens de créer, on les appelle le calcul vectoriel. Eh bien, le plancher donc de nos deux chambres devient un espace vectoriel et les calculs avec les vecteurs font partie de ce qu'on appelle communément le calcul vectoriel. Donc, dire qu'on va effectuer un calcul vectoriel, ça veut dire qu'on va manipuler des vecteurs, on va les additionner, on va les multiplier ou on va les multiplier par des scalaires. Alors, pour pouvoir effectuer un calcul vectoriel, eh bien, il faut être capable de reconnaître les situations passibles d'une représentation vectorielle, savoir identifier les espaces vectoriels et savoir manipuler les vecteurs, c'est-à-dire maîtriser le calcul vectoriel et la signification des opérations. En passant, je prendrai encore un autre exemple que tout le monde essaye de faire de manière banale, sans toutefois se rendre compte. Imaginez que vous vous présentez sur votre porte et que vous essayez de l'ouvrir. Vous allez appliquer sur la poignée de la porte un effort et comme vous avez une distance, ce qui est la distance de votre poignée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La poignée tourne. Sous l'effet de la force que vous appliquez, la poignée tourne autour d'un axe. Vous venez de faire quoi? Vous venez d'appliquer là un plus scalaire, donc un moment sur la poignée de la porte. Et vous voyez, la poignée elle tourne et elle s'ouvre. Donc voilà une autre opération de vecteur. On peut en citer plusieurs exemples. Par exemple, vous prenez votre bouteille d'eau, vous avez un bouchon, vous prenez votre bouteille d'eau, vous avez un bouchon, et puis qu'est-ce que vous faites? Quand vous tournez votre bouchon, vous vous rendez compte qu'il va soit vers le haut, soit vers le bas. Eh bien, là aussi, c'est une autre opération qu'on effectue avec des vecteurs, qu'on appelle là le produit vectoriel. Et ça permet, vous vous rendez compte, ça permet de tourner, ça permet de tourner un objet qui va se déplacer non plus dans le plan vectoriel, mais perpendiculaire au plan vectoriel. Les applications seront multiples. Donc, toutes ces applications permettront donc à l'ingénieur ou au futur ingénieur de pouvoir comprendre un certain nombre de choses et de manière à éviter ou alors à améliorer le comportement de ces objets-là. Montrons maintenant ce que c'est qu'une matrice et le calcul matriciel. Une matrice est un tableau rectangulaire de réels M lignes et N colonnes, tel que nous avons nos lignes ici, M, il y en a nombre, et des colonnes ici, N, qui sont N nombres. Lorsque ce tableau s'est réduit tout simplement à cette ligne, on dit que nous avons une matrice ligne. Et quand le tableau s'est réduit uniquement à cette colonne, on dit qu'on a une matrice colonne. Eh bien, avec notre exemple que nous avons pris tout à l'heure, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer de nos vecteurs à une matrice et du calcul du vectoriel à un calcul matriciel. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Nous allons donc essayer d'abord de trouver des applications linéaires, autant pour moi, et c'est très important, applications linéaires, qui traduisent la trajectoire définie par notre mouvement dans notre chambre. Eh bien, ma trajectoire définie dans ma chambre. Dans un premier temps, j'ai mon repère sur ma base B, E1, E2.
Et j'essaie de trouver une application linéaire qui va me permettre, pour un point X, de trouver une ordonnée Y. Cette application linéaire, je vais l'appeler F. Maintenant, avec cette application linéaire, le point A qui est ici aura pour coordonnées X A, Y A, le point B, XB, YB. Vous voyez que là, les tableaux qui sont ici sont des tableaux maintenant colonnes. Et mon vecteur U, il aura pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. Ça aussi, c'est une matrice colonne. Mais maintenant, je peux définir autant de choses que je veux avec cet espace-là pour pouvoir caractériser la trajectoire et pouvoir définir mon mouvement. Je peux encore faire d'autres opérations, c'est-à-dire changer de base. Donc, changer de repère, c'est comme si je maintenais la même trajectoire, mais je tournais les murs de ma chambre. Alors, en les tournant là, vous voyez que je vais définir une seconde base D de vecteur alpha 1, alpha 2, tel que je peux avoir une application linéaire Y où grand X qui est là est égal à H grand Y. Entre les deux applications, je peux définir des combinaisons linéaires de manière à pouvoir partir d'un système pour un autre système. Donc, avec une base B, avec une base C, il va donc exister une application linéaire qui va me permettre de passer de B vers C, c'est-à-dire qu'il va exister une matrice qui va me permettre d'exprimer des vecteurs de C par rapport à B. Cette matrice-là, généralement, on l'appelle une matrice de passage. Mieux encore, toujours avec la même trajectoire, pour exprimer maintenant mes points A, B et C ou mon vecteur U, à partir des coordonnées géométriques qui sont X et Y, je vais exprimer ça en fonction de X, en fonction du temps. Alors, je mettrai mon temps sur ma barre des axes et je définirai en fonction du temps le point sur lequel je me trouve. Étant toujours sur ma trajectoire, en un point A, il va exister un temps TA où je me trouverai au point XA. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens encore là de définir une autre application linéaire G telle que ma position X sur ma trajectoire est fonction du temps. Or, qu'est-ce que j'ai défini précédemment? J'ai défini une application linéaire F telle que je peux avoir une ordonnée Y qui soit fonction de mon abscisse X. Mais tout de suite, je viens de voir que mon abscisse X même aussi est fonction de mon temps T. Alors, je créé là une combinaison des applications linéaires que nous avons vues dans le secondaire qu'on appelle rond. Donc, Y sera égal à F rond G de T. Ainsi, si on a deux applications linéaires F, G, deux applications qui sont linéaires F et G, eh bien, on peut avoir une troisième application linéaire F rond G, telle que F rond G de U soit égal à F à G de F de U. Eh bien, l'application F rond G aussi est une application linéaire. Maintenant, pour pouvoir manipuler tous ces objets-là, comment allons-nous procéder? Le calcul matriciel nous permettra donc de donner des rudiments qui nous permettront de maîtriser les opérations avec lesquelles nous allons manipuler les matrices. Pour cela, il faudra au préalable reconnaître les situations qui sont passibles d'une modélisation matricielle. On a vu tout à l'heure que si on veut passer d'un objet à un autre, d'un point à un autre, d'un vecteur à un autre,
à travers une application, eh bien, cette application doit être linéaire. Elle doit être linéaire. C'est une situation par laquelle nous pourrons donc effectuer une modélisation matricielle. Si elle n'est pas linéaire, notre opération risque d'avoir beaucoup de problèmes. Ensuite, il faudra savoir manipuler les matrices entre elles, c'est-à-dire savoir additionner les matrices, savoir multiplier les matrices et savoir multiplier les matrices par des scalaires. Donc, quand on saura faire tout ça, eh bien, on sera donc capable d'effectuer ce qu'on appelle un calcul matriciel. Continuons notre raisonnement. Comme notre chambre est petite, eh bien, essayons de sortir de la chambre pour faire autre chose. Toujours un mouvement. Imaginons que nous soyons en train de faire du footing pour aller d'un point A à un point B. Nous avons ici le point A et le point B où nous voudrons aller. Eh bien, nous allons effectuer cette trajectoire AB. Nous allons effectuer cette trajectoire AB, mais l'effort que nous allons faire, lui, il ne va pas être constant, il va à un moment donné être accéléré, il va arriver à un sommet, puis il va être décéléré, arriver encore à un fond, et puis il va nous permettre de récupérer pour pouvoir arriver en B. Mais mathématiquement, comment est-ce que nous allons traduire ça? Pour le traduire, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, le premier mouvement que nous allons faire, la première définition que nous allons faire, c'est d'essayer de voir pour les points M et M', c'est-à-dire que nous partons de quelque part vers quelque part, où nous avons une abscisse et une ordonnée, et après une abscisse et une ordonnée, où les deux points M et M' sont séparés par une distance que nous allons appeler delta L, nous appelons delta L ou delta X, ici nous avons appelé delta X, eh bien nous savons que lorsque nous sommes en M, nous y arrivons en un temps T1. Quand nous arrivons en M', nous y arrivons aussi en un temps T2. De T1 à T2, il s'écoule aussi un laps de temps que nous appelons delta T. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons essayer d'étudier la variation de notre effort sur notre parcours AB. Nous avons ici donc sur notre repère le temps et sur l'axe des abscisses l'énergie que nous allons déployer ou l'effort que nous déployons. Nous avons essayé de définir des applications linéaires ou alors nous allons chercher des applications linéaires qui vont nous permettre de définir, autant pour moi, nous allons chercher des applications linéaires qui vont nous permettre de définir le mouvement que nous allons faire tout en définissant aussi la variation de l'effort que nous allons faire. Cette définition, cette recherche de l'application qui nous permet de traduire la variation de l'effort que nous allons faire, qui est ici H de T, s'appelle tout simplement une dérivabilité. Donc, on va essayer, comme on a appris dans le secondaire, comment faire la dérivée d'une fonction pour pouvoir maîtriser ce qui se passe dans cet intervalle. Mais, comme nous cherchons plutôt cette application qui, à cet intervalle-là, nous donne une certaine valeur et qui, arrivé à cet extrémum, s'annule et change de direction, eh bien, le calcul que nous allons faire, le calcul que nous allons introduire, l'équation que nous allons poser, cette équation-là s'appelle une équation différentielle. Donc, être capable, connaissant un mouvement, connaissant une trajectoire, d'aller reconnaître une fonction quand on ne sait pas comment elle est exprimée, une fonction qui traduise au mieux le mouvement et le déploiement de l'énergie que nous avons effectué
dans un espace donné ou dans un intervalle de temps donné, eh bien, cette démarche-là s'appelle tout simplement calcul différentiel. Voyons encore pour mieux comprendre comment ces choses-là se passent. Je vous prends ici un bonhomme, un jeune homme, un enfant. Nous tous avons vu ça quand nous avons été très jeunes, qui tient une corde, que voici. Il tient une corde que voilà. Et au bout de la corde, il attache un plastique. Le plastique a une ouverture. Il attache le plastique et le plastique tient au sol. Eh bien, le bonhomme, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à courir. Il y a le vent qui souffle et on constate ce qui suit. Notre corde que nous avons ici va s'étendre. Le plastique qui est ici va se lever et sous l'effet de la vitesse du bonhomme, de la vitesse du vent, on constate que quoi? On constate qu'il va avoir ici une tension sur cette corde et le plastique va se gonfler et reprendre d'autres formes où on va avoir une certaine linéarité au niveau de sa coque. Et cette linéarité va être sous quel effet? Eh bien, elle va être sous l'effet de la pression du vent qui va s'appuyer sur la surface intérieure de notre plastique. Lorsqu'on va regarder l'ensemble, on se rend compte que quoi? À un moment donné, le plastique, il ne monte plus, il ne descend plus et le bonhomme, il continue à courir. Donc, le plastique va être dans un certain état d'équilibre. S'il continue à monter, et alors, ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire, et ça, nous avons vu ça dans la classe de seconde, que l'effort de traîner qui emmène notre plastique vers le haut, qui est équivalent à la poussée d'Archimède, cet effort de traîner est supérieur à la masse de notre plastique avec du vent, avec de l'air à l'intérieur. S'il est en équilibre, donc, il va avoir un équilibre de force ici qui va permettre de le maintenir pour qu'il ne monte plus et il ne descende plus. Et il va toujours rester gonflé. On peut continuer l'analyse beaucoup plus loin. On va se rendre compte que la coque qui est ici, pour partir de cet état à cet état-là, elle a dû avoir une transformation. Cette transformation-là, pour l'étudier, nous allons devoir prendre un petit bout de notre coque qui est là, un petit bout sur ça, et voir comment est-ce que ce petit bout-là s'est transformé. Donc, nous allons étudier la variation de cette déformée ou la variation de la déformation de notre coque pendant le mouvement du jeune homme. Le calcul donc que nous allons faire pour pouvoir parvenir à déterminer comment est-ce que cette coque est partie de cet état à celui-là est aussi un calcul différentiel. Mieux encore, la corde que nous avons ici qui n'est pas tendue, pour partir aussi de cet état ici à cet état-là, nous définissons un brin de corde là-dessus qui s'appelle delta L. Et nous allons essayer de voir la variation de ce bout de corde de l'étape du stade où la corde n'est pas tendue au stade où elle devient tendue. Cette étude de variation s'appelle aussi du calcul différentiel. On voit donc que chaque fois qu'on va parler de calcul différentiel, il s'agira d'étudier les variations d'un état primaire à un état final. Ça peut être défini de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus scientifique, de manière à avoir autre chose. Donc, dans l'exemple dessus, nous venons donc de montrer que un tel comportement traduit plusieurs phénomènes qu'un ingénieur doit étudier et qu'il peut étudier. Un, nous avons la tension de la corde qui va passer d'un stade où elle n'est pas tendue à un stade tendu. Ce sera du calcul différentiel. L'équilibre de la corde, parce que même la corde va s'étendre, l'équilibre de la corde, si la corde n'est pas en équilibre, eh bien,
Peut-être notre bonhomme ne sera pas en équilibre, peut-être que c'est le plastique qui ne sera pas en équilibre. Pour étudier cette portion de notre objet, nous ferons aussi du calcul différentiel. Après, nous avons notre solide embout de corde qui va passer d'un état où il n'est pas gonflé à un état où il sera gonflé sous l'effet de la course de notre petit bonhomme. Nous ferons encore là du calcul différentiel. Et maintenant, le solide lui-même, pour qu'il reste en équilibre pendant la course du bonhomme, nous allons aussi faire là du calcul différentiel. Parce qu'on peut arriver à un état extrême où, pendant qu'il court, la pression est si forte que, au lieu que ce solide reste en équilibre, il se déchire. Là aussi, c'est du calcul différentiel. Eh bien, ce sont ces applications-là qui s'appliquent dans tout ce que nous avons, des déplacements de véhicules, les déplacements des avions, quand on fait du calcul statistique, des calculs statistiques de la probabilité comment on appelle ça, du recensement, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? À un état T, on a fait du recensement. Lorsqu'on a évolué pendant le temps, on a refait un autre recensement. Après, on a fait un troisième recensement. On voit que quoi? On voit qu'il y a mutation de la population dans un espace bien circonscrit. Lorsqu'on veut donc voir qu'est-ce qui peut se passer dans des années qui vont suivre notre sans toutefois être là-dedans, on va idéaliser ce qui s'est passé par le passé de manière à trouver des équations qui vont traduire cette mutation pour nous permettre de projeter ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est ce qui est à l'origine des projets de développement des États ou des structures de manière à les permettre de projeter, d'anticiper sur certaines décisions politiques. Et ça, nous pouvons le mener sur les actions de la société que nous pouvons faire chaque fois que nous aurons à étudier une mutation, à comprendre comment est cette mutation, à linéariser cette mutation de manière à trouver des fonctions qui nous permettront de projeter ce qui pourra venir. Donc, le calcul différentiel nous permettra non pas de trouver des points, mais de trouver des fonctions qui vont nous permettre d'analyser un phénomène mutant. Donc, voilà un peu de manière succincte, simple, définir comment est-ce qu'on comprend le calcul différentiel. Eh bien, le calcul différentiel va donc nous permettre de trouver des applications qui traduiront au mieux le comportement ou alors la déformation d'un objet, d'un solide à un moment donné sous l'effet de certaines actions ou certaines mutations de la société. Il va aussi nous aider à prédire leur comportement ou leur évolution à venir lorsqu'on maîtrise leur composition ou leur historique. Pour les solides, on parlera alors de rigidité. Je vous ai dit tantôt que on pouvait pousser l'analyse beaucoup plus loin du plastique de notre petit bonhomme qui courait, de manière à voir si à un moment donné, ce plastique ne fissurait pas sous l'effet des forces qui s'appliquaient sur la coque. Voilà, mesdames, messieurs, la fin de notre petite démonstration. Merci pour votre aimable attention. Oui, merci beaucoup, M. Dieudonné Ekota, pour la présentation. Voilà, nous avons un peu perdu du temps, mais nous excusons du retard. Nous allons donner la parole à Madame Noël Ekota. Voilà, voilà. Aujourd'hui, nous allons donner la parole qu'à une seule personne, c'est Madame Noël Ekota. Donc, nous allons lui donner la parole pour qu'elle s'exprime sur l'événement. Donc, Madame, vous avez la parole. Bon, il paraît qu'il y a un problème avec son son. Allô?
Bon, il y a un problème avec le son de Madame Noël Ikuta. Bon, nous allons passer la parole à Bon, Monsieur Yves Paul. Bon, j'essaie de lui donner la parole, mais ça ne marche pas. Il y a un problème avec son micro. Voilà, donc, bon, ça ne marche pas. Donc, Monsieur Yves, vous avez la parole. Donc, après, nous allons continuer la séance. Monsieur Yves, bonjour. Bonsoir. bonsoir. Oui, donc vous avez la parole de votre appréciation. Si vous avez des questions à poser à l'expert de données Kouta, de l'Union internationale dans ce domaine avec les trois modules, à savoir le calcul différentiel, le calcul vectoriel et le calcul matriciel. Oui, Monsieur Yves. Allô? Oui, allô? Oui, oui, nous vous écoutons, donc vous pouvez parler. Votre appréciation sur l'événement et tout. Si vous avez des questions aussi, hein. Voilà. Ils ont tous des problèmes de taux. Non, Monsieur Yves. Allô? Allô? Bon, lui, il parlait tout à l'heure. Oui, Madame Ekouta, ça va? Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Allô? 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 Bonsoir, Monsieur Yves. Bon, il y a un problème de son avec. Oui, Monsieur Diédou. Bonsoir, Monsieur Diédou. Allô? Monsieur Diédou. Attends, vous faites du bruit, les filles. Allô? Monsieur Yves, oui, oui, c'est bon. Oui, Oui. allô? Oh, ok. Depuis, d'abord, excusez-moi, j'avais pas réalisé que j'avais la parole. Ok, ok. Et je n'entendais pas les retours, c'était un peu coupé après que Dieudonné ait parlé. Bon, Mhm. oui, alors, la question, je pense, c'était quelles sont les impressions par rapport à ça qui a été servi. Oui, donc, moi, j'ai été euh, agréablement, j'ai été très content hein, de pouvoir voir. C'est vrai que j'ai pris la session un peu en cours, mais j'ai regardé surtout le calcul vectoriel. Et ce qui m'a intéressé, c'est effectivement la matrice. C'est vrai que à un moment donné, quand on enseignait les matrices dans les classes de première et tout ça, on ne disait pas forcément que en fait, une matrice, ça permet de faire l'opération avec des fonctions f rongées. Donc, parfois, on se demandait souvent quelle était l'utilisation ou quel était le but de l'utilisation des matrices. Et c'est bien vraiment d'avoir rappelé ça, qu'avec les matrices, effectivement, quand on fait les multiplications des matrices, c'est bon. Alors, une des questions peut-être que j'avais, parce que j'ai vu qu'effectivement, ça marchait pour les fonctions affines. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe des matrices pour lesquelles c'est du f rongé avec des fonctions pas affines, des fonctions linéaires, pardon. Est-ce qu'il existe avec des matrices pour lesquelles, en faisant les opérations matricielles, ça s'applique à des cas de fonctions qui ne soient pas linéaires. Donc ça, c'était une des questions un peu
euh, qui m'est venu après avoir suivi. Monsieur, Mais vous nous appelez de quel pays? alors, j'appelle du Cameroun, hein. Ah, ok, ok. J'appelle du Cameroun. Mhm. Je suis ingénieur de, de l'école polytechnique de Yaoundé. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous Donc, pouvez. Dieu donné, qui a fait l'exposé, c'est un de mes aînés à l'école de Ok, beaucoup d'années. ok, ok, ok. Voilà, merci beaucoup, merci. Donc, nous sommes en train de préparer la formation sur les trois modules, le calcul vectoriel, le calcul matriciel, le calcul différentiel avec M. Dieudonné Couta. Et l'occasion pour vous et d'autres personnes aussi hein, d'y participer, de mieux maîtriser le domaine voilà, de tous ces calculs-là, et de savoir aussi quelles sont Allô, leurs importances. c'est un peu haché. C'est un peu haché. J'ai du mal à bien suivre. Sorry. Voilà, 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 il n'y a pas de souci. Donc, je vais donner la parole à M. Dieudonné Couta. Il va expliquer ce que je voulais dire et en même temps répondre aux questions. Alors, merci beaucoup. Merci pour la question. Eh bien, est-ce qu'il existe des transformations des transformations pour des fonctions qui ne sont pas linéaires, des transformations matricielles pour des applications qui ne sont pas linéaires, de manière à obtenir des matrices et pouvoir faire du calcul matriciel? Euh, Peut-être, peut-être, et de manière très courante, vraiment avec ce qu'on enseigne aujourd'hui jusqu'au niveau ingénieur, il faut que l'application soit linéaire. Si l'application n'est pas linéaire, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir définir une application qui puisse répondre aux critères qui sont présentés de manière à pouvoir passer à la représentation tabloïque, c'est-à-dire à une matrice. Il faut savoir que ce qu'on a fait là, en fait, c'est un aperçu. C'est un aperçu, mais quand on rentre dans le cours même du calcul matriciel, eh bien, on vous dit que pour partir d'une application à une matrice, à pouvoir développer un phénomène, de pouvoir le comprendre, il faut que l'application soit linéaire. Il faut que l'application soit linéaire. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faut que l'application soit linéaire. Donc, si l'application n'est pas linéaire, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal. Vous allez peut-être passer par d'autres mécanismes de manière à trouver, je sais que ça existe, de manière à trouver des formes pour pouvoir approcher votre application par une application linéaire. Ça, c'est des choses qu'on faisait souvent à l'école, de manière à pouvoir l'approcher par une application linéaire et pouvoir résoudre le problème. Sinon, le problème devient insolvable. J'ai répondu à votre question? Allô? Allô, allô. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est un peu entrecoupé. Bon, je n'ai pas, j'ai compris globalement que, en fait, on essaye d'approcher les applications et les fonctions et tout ça avec Mais il faut que des l'application applications soit linéaire. linéaires. Oui, il faut Si j'ai qu'elle soit bien linéaire. compris. Oui, d'accord. Condition. Ok, merci. Hmm. Voilà, donc M. Dieudonné Couta, merci pour les interventions. Donc, l'occasion pour nous de vous annoncer que dans 2 semaines, nous allons démarrer la formation sur les calculs différentiels, les calculs vectoriels et les calculs matriciels. Voilà, en un seul module. Mhm. Donc, voilà, et dans 2 semaines, la formation va démarrer. Donc, pour s'inscrire, vous pouvez visiter la plateforme Editras, www.editras.org. Voilà, nous Mhm. contacter sur LinkedIn, nous contacter sur la plateforme, nous contacter aussi sur nos adresses info@editras.org ou editrassn@gmail.com. Sinon,
pouvez contacter aussi M. Dieudonné Écouta. Là, quand même, il va nous informer. Là aussi, nous saluons la D'accord. famille Écouta depuis le Cameroun avec Madame Noël Écouta. Voilà, vous voulez quand même donner la parole. Ok. Merci. Nous lui disons quand même bonjour, bonjour, vraiment, bonjour à toute la famille Écouta. Voilà. Donc, M. Dieudonné Écouta, vous pouvez conclure l'événement et nous disons à la prochaine fois. Merci. Merci. Je voulais tout simplement dire que il faut savoir que, bon, comme on nous disait souvent, les mathématiques régissent la vie. En fait, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous faisons généralement dans la vie a une Mhm. traduction mathématique. Donc, on Mhm. arrive toujours à lui donner un comportement idéal de manière à traduire ce comportement pour pouvoir expliquer ce qui est en train de se passer dans la vie. Et Mhm. ça englobe tous les phénomènes, que ce soit dans la politique, que ce soit en économie, que ce soit... imaginez-vous le calcul, le concours, quand nous faisions le concours d'entrée en sixième, c'était Mhm. quoi? Ben, c'était tout simplement du calcul matriciel. Mhm. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'ensemble des élèves qui vont postuler. De l'autre côté, on a une matrice avec les différents critères. Eh bien, on croise donc les élèves avec ces différents critères pour pouvoir avoir un classement entre ces différents élèves-là par rapport à leurs performances. C'est du calcul matriciel. Mhm. Donc, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous faisons, c'est du calcul soit vectoriel, soit matriciel, soit différentiel. Mhm. Mhm. Voilà, merci, merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc nous vous disons à Merci. la prochaine fois à tous les participants. Nous pouvons pas quand même pas donner la parole à tous les participants, mais nous saluons tous les participants et nous leur donnons rendez-vous quand même avec les inscriptions dans la plateforme pour pouvoir démarrer la formation. Donc, merci beaucoup, monsieur Dieudonné Écouta. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne Voilà, nuit. bonne nuit.